Donc le cas de Namier qui est intéressant parce que c'est un petit peu c'est une commune qui a la double peine en quelque sorte puisqu'elle a à la fois le tsunami et le nucléaire. Et puis on pourrait peut-être même rajouter une troisième peine qui serait le grand remplacement. Euh, alors c'est une petite bourgade du Hamadori, donc la partie de l'est du département de Fukushima sur la côte et qui est située dans un rayon de 10 km de la centrale Fukushima numéro 1. Elle a suivi son évolution démographique depuis les années chaudes, en fait, d'avant-guerre jusqu'aux années 2010. Elle est assez conforme à celle qui a été celle du Japon. Et puis également assez proche, mais pas de façon aussi forte, des villes directement qui hébergent directement la centrale, à savoir des villes voisines comme Tomioka ou Okuma ou encore Futaba, qui hébergent les centrales numéro 1 ou numéro 2 et qui sont de très petites communes de moins de 10 000 habitants et qui voient à partir des années 70 leur population se stabiliser, voire réaugmenter, alors qu'elles étaient dans une logique de déclin et on peut voir en effet de l'implantation des centrales, ce qui était un des objectifs aussi de l'implantation des centrales dans cette partie du Japon et dans cette partie du département de Fukushima, c'est-à-dire d'apporter de l'emploi, de la stabilité et d'enrayer le déclin démographique. En mars 2021, la commune a un peu plus de 21 000 habitants, mais en fait 75% ne résident pas à Namier. Ils vont résider dans les communes alentours ou dans les départements du reste du Japon, du fait de l'évacuation, du classement d'une partie de la commune en zone non habitable. C'était une commune qui était marquée quand même par un secteur primaire relativement important, en tout cas plus important que la moyenne japonaise, deux fois la moyenne japonaise, et plus importante que celle du département de Fukushima. Donc une agriculture qui était relativement importante et qui était en fait un des aspects essentiels de cette commune. Alors, je me suis intéressé à la façon dont votait cette commune, parce que le Japon est une démocratie, on y vote et on fait des choix. Alors, il y a des enquêtes sur si on aime ou pas le nucléaire, si on est pour ou contre, mais il y a aussi le vote, et le vote, quand même, ça compte. Et en 2009, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le département de Fukushima, alors 2009, c'est l'année du renversement, en fait, de l'arrivée au pouvoir, de l'alternance, pardon, de la grande alternance avec l'arrivée au pouvoir du Parti démocrate, en coalition avec le Parti social-démocrate, et le département de Fukushima, les communes votent majoritairement pour cette coalition. Auquel j'ai rajouté le Parti communiste en fait pour essayer d'avoir quelque chose qui soit assez clivant en fait, très polarisé, même si le Parti communiste japonais ne faisait pas partie de la coalition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la seule commune qui a voté à majorité pour l'alliance Parti libéral-démocrate, donc Jiminto et Komeito, eh bien c'est la commune de Iitate. C'est intéressant de voir comment on a localement des choix et des préférences qui sont faites. Et de façon générale, en fait, les plateaux d'Abukuma ici ont voté plutôt pour le Parti libéral-démocrate dans un contexte pourtant où il n'était pas particulièrement fort. Et puis on a une autre commune qui est un petit peu particulière, c'est la commune de Futaba au sud de Namier, qui elle vote plutôt pour ces élections pour, on va dire, le bloc, on va dire, traditionnellement plutôt pro-nucléaire, qui est le Parti libéral-démocrate et l'alliance avec le Komeito. Et la ville de Namier, elle, est plutôt dans on va dire, modéré dans cette optique-là. Si on compare avec les élections de 2014, qui sont aussi intéressantes parce que, alors, c'est pas le retour d'Abe en 2012, c'est quelques années ont passé et on peut se dire qu'il y a un certain recul entre les deux. En fait, le Parti libéral-démocrate diminue très fortement dans cette région et dans les zones qui sont dans les communes qui sont situées autour de la centrale et qui ont été évacuées, et en particulier à Namier où il voit son score diminuer de moins de 14%. Donc une baisse assez forte du Parti libéral-démocrate, même s'il il va se maintenir voire même progresser dans certaines communes. Et puis un autre aspect qui est assez intéressant, c'est la progression du Parti communiste japonais, qui est vraiment le parti
en tout cas dans ces années-là, qui mène campagne contre le nucléaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il double son score, justement dans cette commune de Futaba, qui était plutôt majoritairement les années précédentes, plutôt avec un vote pour le Parti libéral-démocrate. Alors le score du Parti communiste n'est pas énorme dans ces communes, mais il a pratiquement doublé. Donc il y a des choses enfin en tout cas, l'impact de la catastrophe du 11 mars tend peut-être à redistribuer des cartes ou en tout cas à polariser peut-être un peu plus le jeu politique. Et celui-là est déjà très polarisé parce que en fait, on remarque que la plupart des communes qui hébergent une centrale nucléaire, et vous avez ici en haut la commune de Genkai, dans le Kyushu, sont des petites communes et sont des communes qui votent essentiellement pour le parti qui a installé le nucléaire au Japon, le nucléaire civil au Japon, le Parti libéral-démocrate. Et à Genkai, on a un score extrêmement important. Et en fait, on va retrouver ces scores importants du PLD dans les communes qui hébergent des centrales. Ce qui pose un certain nombre de questions, en fait, à la fois sur le consentement, sur la volonté ou pas d'avoir des centrales ou pas. Et puis aussi, puisqu'on a parlé des stigmatisations, il y a un aspect qui est relativement peu soulevé lorsqu'on va parler des gens, des évacués de Fukushima, c'est quel était leur statut avant la catastrophe et quelle était la vision que pouvaient avoir les communes et les gens comment est-ce qu'on percevait ces personnes-là. Eh bien, c'était des gens qui sont plutôt privilégiés. Donc, il y a une perception de personnes qui sont privilégiées. Ça existait avant l'accident de Fukushima numéro 1. Ça existe encore après parce qu'en fait, ces gens sont en quelque sorte toujours privilégiés puisqu'ils ont reçu de l'argent, ils ont reçu des compensations. Et parmi la stigmatisation qui se fait, il peut y avoir la question de la radioactivité, quelque chose qui va nous mettre on va dire dans le contexte, pour aller très vite, de Hibakusha et des gens qui sont un peu pourris par la radioactivité, avec des guillemets. Mais en fait, ce qui ressort aussi, c'est des gens privilégiés qui ont de l'argent, qui achètent de grosses voitures, qui avaient de l'argent, des communes qui étaient très riches avant la centrale, avant l'accident, et qui continuent encore à être très riches. Et ça peut aussi expliquer un certain nombre de tensions qui peuvent exister vis-à-vis de ces populations. Alors, la commune de Namié prend le choc du 11 mars de façon assez forte, puisque elle subit une inondation à plus de 15 mètres. Tout un quartier qui était sur le front de mer est inondé, et on a 182 morts, dont un seul par effondrement d'un bâtiment, donc essentiellement des morts par noyade. 6 km² de terre inondée, 650 habitations détruites, dont en fait 65 seulement par le séisme, ce qui fait que c'est essentiellement le tsunami qui marque l'aspect catastrophique du 11 mars. Et puis, ensuite, on a la question de la radioactivité. Une radioactivité qui, depuis, a assez fortement diminué, que ce soit sur les mesures officielles comme celle-ci, ou alors même sur des relevés plus individuels ou d'ONG, la radioactivité a diminué, mais en fait, elle n'a pas vraiment diminué, elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée sous l'effet des travaux de contamination et puis sous l'effet du ruissellement. Et en fait, elle a bougé ailleurs. C'est aussi un aspect qui est important de souligner parce qu'elle ne diminue pas. Les césiums, ils sont là pour 300 ans, les césiums 137. Et simplement, la question, c'est où est-ce qu'on va le mettre? Est-ce qu'on le laisse sur le territoire ou est-ce qu'on le concentre dans certaines parties du territoire et comment on arrive ou pas à le décontaminer? Cette décontamination la contamination officielle a permis de réouvrir des territoires et des territoires qui sont extrêmement proches de la centrale et en particulier cette commune de Namié et très récemment même une partie de la commune de Futaba. On est vraiment très très proche des réacteurs alors que la partie nord-ouest, elle, est encore en zone interdite, mais on est dans une logique en fait de réduction des périmètres des zones interdites. Et dans le cas de Namié, eh bien, en fait, c'est l'essentiel de la commune qui est placé en zone interdite. Et son centre administratif, ici, la mairie est ici, et lui a été décontaminé et a été, cette partie est de la commune a été pratiquement complètement réouverte. Alors, comment est-ce qu'on peut jauger un petit peu de la situation de cette commune 10 ans après? Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec par exemple, des communes qui ont été frappées que par le tsunami. Et alors mon collègue Miyake Satoshi nous a parlé des Kuzen Takada à Iwate, ce qui est intéressant parce qu'elle a à peu près la même surface. Simplement, elle a moins de terres agricoles parce que les Kuzen Takada base plus son économie sur la pêche. Mais en fait, 10 ans après, on a deux situations qui sont extrêmement différentes pour des communes qui sont plus ou moins équivalentes.
avec une production agricole en valeur en 2018, par exemple, si on prend cet aspect-là, qui était important pour Namiers parce que c'était un bourg qui était essentiellement un bourg rural. Eh bien, en fait, la valeur agricole a complètement disparu. Elle a pratiquement disparu parce que, d'une part, des terres ne sont pas remises en culture, et puis quand bien même elles sont remises en culture, on a une diminution extrêmement forte des prix agricoles dans cette région pour les rizières qui sont en zone contaminée. Au niveau de l'emploi, on a un effondrement de l'emploi qui est généralisé. Nombre d'entreprises 14 en 2014, 131 employés dans la commune, mais en fait on a 59 fonctionnaires territoriaux et finalement on a un seul établissement commercial qui est un centre commercial et un petit peu d'emploi dans le secteur de la mécanique et de la construction. Alors depuis 2014, on a un peu plus d'emplois, mais en fait ce qui est intéressant, c'est que sur les 75 employés qu'on a en 2021 dans la commune de Namiers, eh bien en fait l'essentiel vont travailler, hormis les fonctionnaires, sur de nouvelles implantations, des entreprises du secteur de l'énergie, détergents industriels, couverture pour stockage en plein air, parce qu'en fait ceux qui fabriquent les bâches qui recouvrent les terres cantaminées, ou encore informatique industrielle. Et donc, on a une modification en fait assez importante de ce qu'était l'économie locale. Et cela se voit même dans le paysage, puisqu'on a un contraste très fort entre ce qu'étaient les anciens commerces qui ont complètement disparu, et puis des nouveaux commerces qui se sont implantés, de nouvelles industries, de nouvelles activités qui se sont implantées dans la ville. Une ville qui est très active, alors là c'est un peu plus au sud, à Futaba, mais le long de la route numéro 6 qui traverse Namiers, eh bien, en fin d'après-midi, on a des bouchons, comme si on était dans la banlieue de Tokyo. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte de ville fantôme, on est dans un contexte d'hyperactivité. Au niveau agricole, si on compare les productions, alors toujours en volume, en valeur avec les productions du reste du département de Fukushima, eh bien, cette zone qui est, alors la zone même décontaminée, certes elle est en partie interdite, mais si on prend des villes comme Tate par exemple, eh bien la valeur agricole produite est extrêmement faible et ne s'est pas du tout relevée, que ce soit pour le riz ou pour l'élevage. Et puis on a des populations qui en fait sont majoritairement situées, même pour les habitants de la ville de Namiers, ceux qui sont enregistrés officiellement sont situés en dehors de la commune, répartis sur l'ensemble du Japon, même si la plupart sont dans le département de Fukushima, et essentiellement au sein du département de Fukushima, dans les grandes villes, en fait, Fukushima, Koriyama, Iwaki, ou encore Minamisoma. Et c'est un chiffre qui évolue relativement peu, si on prend entre 2018 et 2021, ce chiffre en fait de personnes évolue très peu et tend plutôt à stagner. Ce sont des populations, alors on en a parlé un petit peu, qui sont frappées par une mortalité post-catastrophe extrêmement importante, puisque, et là aussi, ça permet d'avoir des éléments de comparaison entre ce qu'est un tsunami et ce qu'est le tsunami plus le nucléaire, ou alors simplement que le nucléaire pour les communes qui sont les communes évacuées dans les zones de montagne, qui n'ont pas été frappées par le tsunami. Eh bien, on a une surmortalité post-catastrophe. Et donc, la catastrophe nucléaire est quelque chose qui n'est pas quelque chose de l'immédiat, puisque le nucléaire n'a tué personne, en fait, le 11 mars, mais on a un certain nombre d'éléments, de conditions qui font que il se trouve que chez des évacués du nucléaire, on a une surmortalité qu'on ne va pas retrouver chez les évacués du tsunami. On a parlé des suicides. Alors en fait, il n'y a pas véritablement de hausse des suicides dans cette région. En tout cas, ça dépend vraiment des communes. À Namiers, par exemple, on a une chute des suicides entre 2010 et 2013. En faisant la cartographie, essayant de faire la cartographie année par année, en remontant à 2009 jusqu'en 2018, par exemple, eh bien, c'est très difficile de voir une augmentation des suicides dans cette région. On n'a pas véritablement, en tout cas, c'est pas vraiment un phénomène qui va caractériser ces populations. Et en fait, c'est assez normal. On ne se suicide pas forcément en situation de catastrophe. C'est d'autres éléments qui interviennent. Alors, les gens ne reviennent pas, ils ne veulent pas revenir. Et en fait, le nombre de gens qui ne veulent pas revenir tend à augmenter depuis 2011. Et aujourd'hui, on a 54% des habitants qui déclarent d'avoir décidé de ne pas vouloir revenir. Et parmi ceux qui veulent revenir, on a essentiellement
des personnes de 60, 65 ans, voire 80 ans. Et donc, on a en fait une différenciation assez importante, qui est à la fois en termes de génération, hein, ce sont uniquement les vieux qui reviennent habiter dans leur village d'origine, et puis également au niveau social, parce qu'en fait, ceux qui reviennent, c'est ceux qui n'ont pas d'autre choix finalement que de revenir s'installer dans leur commune. Alors, c'est une commune qui a été largement transfigurée, alors certes par la création, physiquement par une inondation d'une partie du territoire à l'est, et puis à l'ouest par le périmètre d'habitation ou d'accès interdit. Et la ville aujourd'hui est compressée entre ces deux éléments, puisque dans la zone d'inondation, eh bien, on ne peut pas construire d'habitation, et même les constructions sont sont limitées essentiellement aux activités agricoles et industrielles ou pêchières. Et donc, on a une ville qui s'est compactifiée en quelque sorte. Mais ce qui correspond en fait au projet, à l'essentiel des projets en fait, de traitement des villes et des bourgs ruraux au Japon, c'est-à-dire le développement de la ville compacte. Là, à Namie, elle est déjà très compacte. Elle a été transformée avec de nouveaux espaces, le supermarché, les villages, les lotissements destinés aux personnes évacuées qui peuvent revenir, celles qui sont revenues habiter dans la ville, les champs qui ont été remembrés et restaurés avec une transformation de la structure agricole hein, dans ces zones-là. On profite en fait du tsunami pour pouvoir mettre en place du remembrement agricole, des fermes éoliennes qui vont parsemer le territoire et qui sont avec l'autre activité qui est l'aire de stockage des terres contaminées, un des moyens de viabiliser ces terrains-là et de viabiliser les terrains et d'avoir de la valeur foncière. On a une partie de la ville qui est toujours laissée en l'état, qui n'a pas été reconstruite, un ensauvagement important avec l'apparition un ensauvagement encore plus important que dans le reste de cette partie du Japon, et puis des activités nouvelles comme le retraitement des terres contaminées ou encore les centres de tests, enfin en tout cas d'anthropogammamétrie. L'essai de faire redémarrer les petits commerces se limite essentiellement à ce marché de Namie où on a 9 établissements, coiffeurs, laveries, des choses qui sont extrêmement limitées. Et en fait, l'essentiel du commerce, de l'activité commerciale se fait dans le supermarché. Ce qu'il a en fait là aussi est une sorte d'accélération de ce qui se passe dans ces régions-là, enfin dans les régions rurales du Japon et même dans les régions périphériques. Hein, on a une banlieusisation en quelque sorte de ces espaces-là et quelque chose en fait qui ressemble beaucoup aux villes moyennes et petites villes françaises, hein, c'est-à-dire la disparition du commerce entre villes et puis développement du commerce d'enseignement. La reconstruction de la ville a été l'objet d'un document que je souhaitais citer, dont j'aurais aimé avoir des membres de l'équipe pour notre colloque, mais en tout cas sur l'impulsion des équipes de Sato Shigeru et de Asano Mitsuki de l'université Waseda, qui ont développé du Machizukuri, alors du Machizukuri originel, c'est-à-dire de l'urbanisme participatif, et qui ont, en travaillant avec les habitants, imaginé ce que pourrait être une reconstruction idéale de la ville de Namie, avec une relocalisation par exemple sur les hauteurs et un travail sur le front de mer. Dans la réalité, le Machizukuri, prend une forme, on va dire, un peu plus classique, en fait, avec des lotissements de ce type-là. Donc, on est loin des audaces architecturales et une dotation pour les habitants évacués de ces petites unités dans des lotissements, une crèche qui est pratiquement vide et une école, donc qui ont été regroupés à proximité de la mairie. Et puis, alors, ceux-là sont réservés aux habitants qui ont été évacués et qui sont revenus. Et puis, on a 2 barres d'immeubles qui en location, collectif de la région, enfin, public en location, et qui là sont destinés alors aux habitants qui n'étaient pas propriétaires auparavant et qui souhaitent revenir à Namie, mais aussi aux nouveaux habitants. Et c'est quelque chose qui est aussi à noter, c'est-à-dire que en fait, on a 2 nouveaux habitants qui sont venus habiter dans Namie, qui sont pas originaires de la ville, mais qui en fait sont ceux qui travaillent sur les chantiers de la centrale. Et en fait, paradoxalement, ces barres d'immeubles sont beaucoup plus actives que les lotissements que l'on a vus auparavant. La ville cherche à établir son plan
de reconquête de l'ouest de la commune, avec finalement quelque chose qui s'est mis en place de façon assez, on va dire, systématique et bien rodée. C'est les travaux de décontamination tels qu'ils ont été menés par Fournier de 2013 à 2017, sur un peu plus de 3000 hectares. Et désormais, on essaie de reconquérir par ces travaux-là qui visent à, alors essentiellement, faire diminuer la radioactivité ambiante sous les 20 millisieverts par an. Et d'essayer de récupérer certaines parties de la ville pour la reviabiliser. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler cette reviabilisation, le miracle de la résilience. Alors, certains parlent de miracle de Fukushima parce qu'en effet, on arrive à plus ou moins décontaminer, à maintenir des populations dans des zones qui sont extrêmement proches de la centrale. Et puis, on a même des populations qui viennent se réinstaller. Donc, on est sur quelque chose qui est assez ambigu, en fait, hein, parce que on a d'une part ce qui était le tissu sociodémographique et économique précédent qui est en voie de déliquescence, mais on a quelque chose qui reste toujours, c'est la centrale. Et comme on dit, en fait, l'aspect ce qui est important dans la centrale nucléaire, c'est centrale plus que nucléaire. La centrale est toujours là et en fait, elle continue d'assurer des activités, de l'emploi et même des populations nouvelles qui viennent s'installer, mais au prix d'une dénaturation assez importante du territoire et avec même des populations donc, qui viennent se baigner ou pêcher à moins de quelques kilomètres de la centrale. Voilà. J'espère que j'ai pas été presque dans les temps. Voilà. Merci.